La Russie, terre d'action de Dimitri Lavine et Slava Segalov, deux hommes nés du trait de crayon de Pierre-Henri Gaumont, notre invité auteur de Slava, votre dernier né, premier tome d'une série qui en comptera 3, Slava après la chute. Merci d'être avec nous. Après la chute du communisme, puisque l'histoire commence à la fin des années 90 avec ces deux hommes, des sortes de pieds nickelés, un petit peu des escrocs à la petite semaine, que vous présentez, des hommes qui sont obligés de s'adapter à une nouvelle Russie post-URSS. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que jamais ils n'ont eu à faire du commerce, puisque c'était prohibé pendant le temps de l'Union soviétique. Et tout d'un coup, ils sont projetés dans un capitalisme qui est tout nouveau pour eux et qui vient, c'est un capitalisme qui est déjà bouillant. Puisqu'on est dans les années 90 et ils sont confrontés à ça et ils le font à leur manière et ils essayent de survivre. Et quelque part, c'est l'histoire de comment est-ce qu'on survit dans un monde en ruine. Et donc on suit ces deux compères qui ont pas tout à fait la même approche. Il y en a un qui est très proactif de la chose, qui se situe comme un commerçant qui était frustré jusqu'à maintenant. Et l'autre est plutôt un artiste qui, bien malgré lui, se retrouve un petit peu corrompu également. Ce livre est-il une sorte de reportage sur l'époque qui a mené à la Russie d'aujourd'hui? Alors, c'est pas pensé comme un reportage parce que c'est vraiment, j'ai à cœur que ce soit une fiction et qu'on suive de près les personnages, mais c'est évident que cette question-là, elle est centrale dans mon livre parce que je le situe à dessein à cette époque-là parce que c'est le monde que j'ai observé quand je suis allé dans des pays qui ont appartenu au bloc communiste. Et j'avais été très étonné de la différence qu'il y avait entre ce qu'on m'avait appris, c'est-à-dire que la fin du communisme était forcément quelque chose de bon, et ce que j'ai vu sur place, qui était une réalité beaucoup plus nuancée que ça. Voilà. Et sans doute, ça participe à la Russie qu'on observe aujourd'hui. Oui, c'est ça. Et la Russie d'aujourd'hui, qui est également à la croisée des chemins, on l'a vu et on le voit depuis maintenant le 24 février avec la guerre contre l'Ukraine. Vous, le sociologue que vous étiez avant de vous lancer de la bande dessinée, quel est votre regard justement sur ce que traverse à la fois la société ukrainienne et la société russe? Je saurais. Moi, il me semble que c'est une situation de désarroi qui est complète. C'est-à-dire, en sociologie, c'est ce qu'on appellerait l'anomie. C'est-à-dire que ou du moins, c'est ce qui a été le cas pendant les années 90 et qui structure la réalité d'aujourd'hui, qui est la perte d'une idée force, d'une idée qui structure une société. C'est évidemment la perte d'une guerre idéologique qui mène à ça. Et donc, c'est une société qui se délite totalement. Quand ça arrive, à quoi on fait appel? On fait appel à un homme fort. Et cet homme fort, ou prétendument fort, c'est Vladimir Poutine. Et je pense que vraiment, c'est ce désarroi-là qui est le plus prégnant dans la société. Mais est-ce que vous tenez à cette idée qu'un peuple ne se réduit pas à son régime? Ah oui, profondément. Déjà parce que il me semble que s'opposer aux Russes de façon générale, c'est une vue de l'esprit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul Russe, de la même manière qu'il n'y a pas un seul Français. Il y a tout un tas de Russes qui ont des analyses très contradictoires de la situation, et surtout ça ne mène à rien. C'est-à-dire que mettre à bas un régime, ça c'est une chose, et il me semble que il faudra un moment y venir. Rejeter un peuple, c'est-à-dire d'une certaine manière l'humilier. Qu'est-ce que c'est? C'est un peu ce qui s'est passé dans les années 90 en Russie, de la même manière qu'en Allemagne dans les années 30. On sait à quoi ça mène. Je vais citer Slava, donc le personnage artiste de votre livre, dans son rôle de narrateur, puisqu'il a ce rôle-là également, page 29. Il explique, je vais le citer, assujetti aux petites causes politiques qu'il défend, l'artiste engagé a tout perdu une fois que sa cause est gagnée. Il n'a plus qu'à se taire, il devient inutile, passé de mode, oublié. Certains artistes, justement, ont pris les armes en Ukraine. Vous pensez que la culture peut compter dans ce rapport de force qu'elle a avec la Russie? Ah bah oui, dans la mesure où justement elle donne un avis qui est nuancé, c'est-à-dire et c'est la raison pour laquelle j'ai envie de faire une fiction, c'est-à-dire que c'est l'occasion pour moi de montrer des réalités qui sont très différentes, de différents points de vue, et c'est de montrer la complexité d'une situation. Quand je fais dire ça à Slava, c'est-à-dire que moi, mon problème serait d'utiliser la culture, de l'assujettir à des causes politiques, c'est-à-dire enlever la nuance, quoi. Mais prendre les armes, quand on prend les armes, c'est plus en tant qu'artiste, c'est en tant que citoyen, c'est un peu différent. Tome 1, Slava après la chute, le tome 2, le tome 3 sont déjà écrits. Vous connaissez déjà leur histoire, la chute? La chute, comme vous dites, bien sûr, oui, ça évolue au fil de l'écriture. On se laisse prendre au jeu de la série, mais c'est quand même relativement structuré en amont.
notamment pour savoir qu'il y en aura 3 et non pas 4 ou 5. Non pas. Voilà. On en reparlera peut-être. Mais je vous promets qu'il y en aura 3. D'accord. Merci beaucoup Pierre-Henri Gaumont. Slava après la chute aux éditions d'Argo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.